Bonjour à tous. Donc, je vous présente une présentation sur les CTO. Qui est CTO dans la salle? Qui voudrait être CTO, les wannabe CTO? Et qui travaille dans une start-up? D'accord, merci. Hop. Donc, je me présente, je suis Youn Chene, je suis le CTO de Sagi. Et je suis aussi un activiste en Normandie, au Normandie Jug, à Codeur en Seine. On fait quelques DevOps for Kids et tout ça. Et comme je suis CTO et associé, je vais aussi faire un peu de placement publicitaire pour une conférence notamment en fin d'année, qui est gratuite. Donc on va faire ça en plusieurs parties. Une première partie sur la genèse du CTO et quel est le paradigme du CTO, la première difficulté du CTO. Ce qui fait que des CTO ne le restent pas en fait. Donc, comme beaucoup de ma génération, j'ai commencé dans les années 80 sur des Thomson, TO7, MO5. Et plutôt que de faire des exercices de maths, je me retrouvais sur les PC au fond de la classe, enfin sur les PC, sur les Thomson, pour faire du basique Microsoft 1.0. Donc j'ai appris un premier langage. Ensuite, on est passé sur l'ordinateur personnel à la maison, un Amiga. Et comme tous les jeunes de 12-13 ans, j'ai voulu programmer un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, c'est plein de choses. C'est du graphisme, de la programmation, du son et tout ça. Donc j'ai appris un deuxième langage, un basique un peu plus puissant. Ensuite, des PC avec Internet. Qui a connu les CD AOL illimités ici? Ah, d'accord. À l'époque, il y avait contrairement à maintenant, pour les plus jeunes, il y avait très peu de ressources en termes de programmation pour faire des choses. Donc c'était vraiment très très long. Mais on a commencé à faire des jeux avec des copains de lycée. Donc on trouve quelqu'un qui est meilleur en graphiste que moi. Vous voyez mes dessins. Et quelqu'un qui est meilleur un peu dans les traits techniques et tout ça. Donc on s'échange des choses et on crée un premier jeu vidéo. Donc on apprend un nouveau système d'opération, de l'assembleur, du Pascal, et au-delà de ça aussi, comment on peut le distribuer. À l'époque, c'était du shareware. C'est le freemium de maintenant. On donne un morceau gratuit pour avoir des versions payantes plus tard. J'ai une personne, un petit jeune, qui a payé 30 francs à l'époque pour avoir la deuxième version. Donc du technique jusqu'à la distribution, jusqu'à la compta quasiment. Après, le premier web est arrivé. Et donc, pendant les études, on avait besoin de financer. On n'était pas les plus riches de la promo. Ce n'était pas une école d'informatique. Donc j'étais un des plus forts en programmation et j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire une mission pour Peugeot. Donc on a fait un super site en JavaScript. À l'époque, c'était en 2002. Donc il fallait être compatible IE5, IE5.5. IE6, c'était la modernité à l'époque. C'était je code et je cours, pour faire quoi. Et donc on a appris Linux, Apache, MySQL, du PHP en objet, c'était tout le début. Et après, des choses contractuelles. Le client, il veut des choses, il faut échanger, etc. On continue. Le Web 2.0. Donc là, on va se monter une boîte. On a 25 ans, on y va. Donc j'ai monté 2 premières structures où là, après le départ d'un associé, j'étais le CXO, c'est-à-dire le C à tout faire, quoi. C'est la vente, la technique, le site web, etc. Les statuts, les avocats, l'assurance. Et donc le monde s'étend. Donc là, j'entre dans le monde du Java. On va aussi parler de prod. Il faut backuper sa base de données pour pas que tout plante. On prend des nouvelles technologies de NoSQL. On commence à comprendre que c'est des contrats de vente réellement, des contrats d'utilisation. On passe du temps avec son comptable, son avocat, et même dans la partie web sur du référencement. Et on a aussi des premiers fournisseurs qu'il faut savoir gérer. Donc pour moi, le premier fournisseur, c'était un graphiste. Et ensuite, j'ai eu même des premiers stagiaires. Donc on était chacun dans notre appartement et on travaillait, etc. Je venais prendre des cours de Java pour faire des interfaces. Donc on commence à déléguer un peu de travail. Ensuite, après 30 ans, donc c'est une petite référence au blog de Nicolas, en fait, le plan, c'était pour éviter d'avoir un mauvais manager, j'ai pris la place pour pouvoir avoir un espace pour les développeurs. Donc, du coup, j'ai fait moins de code, j'ai perdu un petit peu de cheveux et tout ça. Et on rencontre son futur CEO. C'était une période où je commençais à m'ennuyer dans le job où j'étais. Et donc, c'est parti.
c'est bon, je suis un CTO maintenant, et dans une nouvelle boîte. Et donc ça s'appelait Creative Data, qui s'est appelé Sagi. Et maintenant, je peux décider d'une organisation, je peux faire le truc comme je veux, je ne dépends pas d'autres personnes, c'est carte blanche. On verra ce que c'est derrière. Donc on a une première équipe de 2-3, où on va construire une première version de produit. Donc, juste pour savoir, ce n'est pas un produit classique, c'est une plateforme as a service, donc c'est un peu plus compliqué de faire une application 3 tiers et tout ça. Donc c'est une plateforme pour mettre du big data dedans. Donc pour ceux qui connaissent le big data, c'est encore pire. Donc on fait une première version du produit, et donc quand on fait le produit, il y a le CEO qui vient, il faut que tu viennes en vente avec moi, il faut qu'on l'explique, c'est du B2B, c'est pas du B2C où ça se vend pas tout seul, mais il n'y a pas besoin d'expliquer le produit. Donc première chose, on fait un peu moins de code, on commence à faire l'avant-vente. Donc on fait une première version de la plateforme, là on peut mettre du Docker, plein de choses, etc. Et à partir de ça, ça implique beaucoup de choses. Ça implique toute la stack du big data. Qui a fait du big data ici? Donc, ceux-là comprennent un peu plus, c'est-à-dire que c'est pas juste 3 frameworks, c'est 20 frameworks et il n'y en a aucun qui est bien frais. Et c'est compliqué. Donc il faut apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Il faut tout monter, etc. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'avant-vente, mais il faut aussi travailler sur la communication ensemble, parce quand on est associé dans une start-up, on fait en quelque sorte bouche-trou. On comble tous les manques, en fait. Et derrière, on apprend tous les trucs RH, les limitations de la Syntec. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on commence à organiser ensemble. Mais là, vous devez commencer à avoir le problème, normalement. Après, on fait de levée de fonds. Donc, on amène de l'argent. On va pouvoir avoir une équipe de plus de développeurs pour faire une deuxième super version du produit. Par contre, il y a d'autres choses qui vont avec, des dossiers JEI, CIR, BPI. C'est intéressant, ça permet de rembourser 30% des salaires des développeurs qui travaillent sur le produit en R&D. Donc il faut le faire. Par contre, c'est très chiant et horrible à faire. Surtout que c'est pas du code, quoi. Même le CSS, c'est mieux, c'est pour en dire. Et donc, là, on a des sous. Donc maintenant, on va pouvoir migrer du cloud dans notre propre data center avec une baie. Donc là, on va causer baie, on va causer switch, alimentation, bande passante. Et après, il y a toute la partie levée de fonds avec un certain vocabulaire. Si vous pensez que votre vocabulaire en tant que technique n'est pas compréhensible, c'est encore un autre monde. Hein. Et en plus, comme on est complètement taré, c'est une start-up, on a décidé de faire une appliance pour mettre notre plateforme en big data. On branche le data center du client, ça marche. On est dans un incubateur. On s'est fait engueuler par environ 6 chefs d'entreprise pour avoir fait ça. Parce que pour eux, ça, c'est plein de maintenance, c'est plein de problèmes et tout ça. Et donc après, moi j'ai des fournisseurs en tôle, en matériel, en électronique, en câble réseau. Et au bout d'un moment, ça passe plus. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas être bon partout. Parce qu'au début, en tant que CTO, on démarre en tant que développeur full stack en fait. On fait un peu de tout, moyennement, etc. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir recruter son équipe. On va pouvoir enfin prendre les gens qu'on veut, pour l'organisation qu'on veut et tout ça. Donc on va prendre un meilleur ex-designer, super fort en CSS, des gens super forts en Docker, des data scientists. Donc là, c'est encore une autre partie. Des gens qui savent bien liser la donnée, des vrais admin 6, des gens qui te font des reverse shell pour pouvoir taper dans le réseau qu'on infogère chez le client. Que des gens meilleurs que toi dans chaque catégorie. Ce qui fait que qui est le plus mauvais développeur de la société? Le CTO. Et c'est un cap qui est difficile à passer, parce que ça joue sur son ego. Donc on essaie quand même de faire du code. Donc on fait du code, on fait les premiers protos avec les devs, après on part en vacances 2 semaines, parce qu'on est quand même crevé au bout d'un moment. Et la seule ligne de code qui reste, c'est ça. Donc c'est là. C'est le seul code que vous verrez. Et encore, j'ai dû grossir la réalité, parce qu'en vrai, ils me l'ont viré. Mais je vais revenir en mettant les favicon pour les tablettes et les iPhones, qui ne s'inquiètent pas. Et ils ont même fait une alerte sur le Slackbot, quand je fais mon commit mensuel sur l'application principale. Je suis à moitié breton, mais je vis en Normandie, donc ça peut poser des conflits. Par contre, il y a des phrases qu'on ne peut plus entendre, hein, genre « ça marche sur ma machine », ou la nouvelle phrase depuis 1 an, c'est « il faut vite ton cache, il faut que ça marche ». Moi, je ne peux plus. C'est pour ça.
Et donc pour passer cette étape, j'ai vu dans d'autres startups des CTO qui ne passaient pas à cette étape-là. Moi, j'ai un tout petit avantage, c'est que j'ai une facilité à penser systémique. Systémique, c'est j'ai une boîte qui fait des choses. Ça peut être des choses très compliquées à l'intérieur. Mais moi, je m'en fiche de savoir de ne pas tout comprendre à l'intérieur. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui entre et qu'est-ce que ça produit à la fin. Ce qui fait que là, on peut regarder la cohérence du système global sans être super fort en data science, en CSS, en admin 6, en tôle, en câble réseau, en redondance électrique, etc. Mais le CTO va être le garant de la cohérence de l'ensemble. Ça veut dire qu'il faut lire beaucoup de choses, beaucoup de blogs, beaucoup de bouquins et tout ça, pour pouvoir pas mal de choses. Parce que vraiment, la limite, c'est pouvoir gérer toute cette volumétrie. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on fait du big data plus de l'appliance, c'est vraiment très, très, très large. Ce n'est pas une application 3/3. Donc voilà, ça, c'est le premier paradigme du CTO, c'est passer de développeur full stack avec son application à j'ai une équipe avec des gens que meilleurs que moi et sur des domaines où vous ne pouvez pas être fort partout. Et il y a eu des remplacements de CTO qui se sont faits dans les sociétés comme ça. Maintenant, je vais revenir sur la mission primaire du CTO. Donc, comme tout le monde, je vous ai mis la définition Wikipédia raccourcie. Donc, en gros, le responsable de tout ce qui est technique et scientifique. Je trouve ça un peu limitant, parce qu'en fait, on est en fait dans la direction de l'entreprise. Vous avez un CEO qui a une opportunité de marché. Votre rôle, c'est de s'assurer qu'il puisse marcher sur la prochaine marche pour pouvoir vendre et développer la société. Donc votre rôle, c'est de mettre les planches sous les pieds du CEO pour qu'il puisse courir sur le marché pour que l'entreprise puisse survivre. Parce que dans une start-up, vous n'avez jamais plus d'1 an de survie. Même si vous avez levé des fonds et tout ça. Vous avez 1 an devant vous à chaque fois. Et vous pouvez mettre ces prochaines étapes pour qu'il puisse le faire. C'est l'équivalent du directeur, de la directrice financière pour s'assurer qu'il y ait toujours de la trésorerie dans la société. Vous vous assurez qu'il y a toujours de l'exécution dans la société. Parce que j'en parlerai après, mais les CEO ne sont pas si souvent que ça dans la société. Ensuite, votre deuxième mission, c'est d'aligner le produit, ce que fait, sur le marché. Donc, je vais parler de Lean Startup. Donc, il y a beaucoup de critiques récemment sur Lean Startup. Après, c'est comme tous les outils, il faut bien l'utiliser. Une des techniques qu'on a fait, c'est fake it until you make it. Qui a fait des projets de plus de 6 mois, 1 an pour tester le marché et au bout de 6 mois, 1 an, le produit n'a pas marché? Qui a fait ça? Vous pouvez lever la main devant. Les webtech, tout ça. Et donc là, vous mettez 1,5 million, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. C'est des équipes de développeurs, c'est de l'ingénierie, c'est de la vente, il faut tout préparer. Et vous le mettez sur le marché, ça ne marche pas. Si vous faites ça en start-up, il n'y a plus d'emploi, l'entreprise crève. Donc vous êtes obligé de ça faire par petite itération. L'objectif, c'est, moi, ce que je fais, c'est que j'amène des protos devant les clients pour voir si l'idée est bonne ou pas, si ça prend ou pas. Ça ne fait rien derrière, le code est moche. Mais ça permet de voir si c'est intéressant ou pas. Et après, ça permet de trouver les financements derrière. Et en gros, ça permet aussi, en termes de motivation pour l'équipe, d'être sûr de faire des choses qui seront utiles. Il n'y a rien de pire de travailler sur quelque chose pendant des mois qui ne sert à rien. Enfin, il y a une partie structure de la société. Vous aurez dans la direction des gens qui sont de profils différents. Des CEO qui sont plus sur la communication d'une vision, sur l'enthousiasme et tout ça. Des comptables qui sont plus sur le suivi des chiffres et tout ça, mais il y aura finalement pas tant de gens que ça qui ont la qualité de formalisation et d'automatisation de quelqu'un qui provient d'un monde de développement. Donc vous allez être en fait un des meilleurs cerveaux pour aider à structurer la société, à essayer de mettre en place des choses répétables, à avoir des process ni trop légers ni trop lourds, pour tous ceux qui ont été dans des grosses sociétés. Et enfin, l'autre point, c'est vous êtes le garant de la dette technique. Tout comme le directeur financier ou la directrice financière est garant qu'il y a un taux d'endettement qui ne soit pas trop élevé, vous êtes garant de la dette technique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous faites trop de dette technique, dans 6 mois, 1 an, quand vous voudrez rajouter des fonctionnalités pour s'adapter parce que en fait, il faut vous changer un peu par rapport au marché, vous allez mettre 4 mois.
et vous avez le temps de mourir 2 fois pendant ce temps-là. Si vous n'en faites pas du tout, si votre produit est trop parfait, vous allez mourir parce qu'en fait, vous n'aurez jamais le temps de le vendre à quelqu'un. Donc, c'est toujours l'exemple du cholestérol, il en faut un peu, mais pas trop. Et c'est à vous de gérer ces techniques parce que c'est vous qui êtes l'agilité de votre entreprise dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, en tant que développeur, vous êtes dans l'automatisation de choses. Ce qui veut dire que c'est vous qui devez garantir la structure et la construction de la société, l'outillage de la société, pour que vous puissiez avoir une scalabilité, que vous puissiez répéter le modèle, que vendre quelque chose, que déployer quelque chose, ça ne coûte pas plus cher à chaque fois, il faut que ça coûte moins cher, que ce soit répétable. Et ça sera votre mission à long terme. Donc 1, exécuter la vision du CTO. 2, aligner votre produit avec le marché. 3, structurer la société. 4, gérer votre technique. Et pour après, 1 an, 2 ans, mettre de la scalabilité dans la société. Et vous devrez faire des choix à des moments sur, au début, on fait plus simple, plus manuel, pour voir si ça marche ou pas. Et ensuite, toujours que vous ayez en tête d'automatiser ça. Donc maintenant, je vais prendre la phase cachée du CTO. C'est souvent la partie qui revient dans les talks de CTO. Donc, on fait du B2B, donc il y a énormément d'avant-vente, mais énormément. Vous devez aussi aider à préparer les démos, faire les démos sur place. Optionnellement, régler le projecteur, le joue même chez le client avec toutes les résolutions possibles. Et en fait, vous êtes un débutant en avant-vente. Vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Donc, il va falloir vous adapter très très rapidement, avoir un discours simplifié. Et moi, ce que j'ai fait, on est au niveau de l'accélérateur The Family. Je me suis fait un peu coacher par en gros celui qui gère les CTO là-bas pour améliorer le discours. Et en gros, les premières conclusions, c'est qu'en tant que dev, on est toujours focalisé sur ce qu'on va faire après. Et il faut dire, et le conseil qu'il m'a donné, c'est que dans notre discours, il faut être fier de ce qui a déjà été fait. Ça a déjà de la valeur. On est toujours dans la release d'après, dans le framework d'après et tout ça. Enfin, il y a les CEO. J'en ai mis 2 très célèbres. La problématique, c'est que tous les CEO se prennent pour eux. Et par contre, j'en ai vu en rendez-vous une bonne 30aine pendant 1 an. Et il y a toujours des critères, des qualités qui reviennent. C'est des gens très enthousiastes, qui ont une vision, qui sont toujours souriants, qui veulent toujours aller plus loin. Pas forcément de manière structurée, mais c'est pas le train. Mais ils arrivent à, comme on le dit le livre sur Steve Jobs, à distordre la réalité, à faire rêver le client sur quelque chose que vous, technique, vous dites bah oui, c'est simple, c'est pas un problème. Mais ils arrivent à le faire. Et le point, c'est que, comme on l'a vu précédemment, vous devez exécuter la vision du CEO, c'est-à-dire que vous devez avoir une très bonne communication en termes de feedback des 2 côtés, quoi. Le truc, c'est que vous allez devoir se dire souvent non. Non, c'est trop dangereux ou on attend. Et des fois, quand vous passez une semaine à faire ça, c'est frustrant quand même, parce qu'on a l'impression d'être très négatif. Mais c'est un peu le couple, c'est le yin et le yang. Oui, c'est ça. Et il faut mettre les 2 ensemble et garantir que ça fonctionne bien. Ensuite, vous êtes un membre de la direction, vous allez faire des codir. Donc, pour simplifier les codir, on met 4-5 personnes assez expérimentées dans une même pièce et on s'engueule sur les choix à faire. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est facile de prendre des décisions très court-termistes, parce que ça ne demande pas besoin de réfléchir, on fait ça. Après, ce qui est plus dur, c'est de prendre du recul pour dire, si je fais ça maintenant, je vais gagner là, mais après je perdrai, etc. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus, notamment toujours sur la dualité business court terme, pour survivre, et les choses long terme, pour ne pas avoir trop de travail à faire dans 1 an et crever. Et en plus de ça, donc on a levé des fonds l'année dernière, il y a aussi les conseils d'administration avec les investisseurs. Donc là, pour faire sortir un développeur de sa zone de confort, c'est pas mal. Parce qu'en face, ils ne comprennent rien à la technique. Nous, on est dans le big data, donc ils ne limitent pas grand-chose au produit. Et par exemple, le produit, je ne montre quasiment jamais. On parle juste de résultats financiers, de vente, etc. Ou de propriété intellectuelle quand on parle du produit. Enfin, vous allez vous farcir beaucoup de documentation. Un dossier BPI, ça fait 30 pages. Un dossier GUI, je crois qu'il fait 100 pages de notes. Où il faut mettre toute la
tout l'état de l'art, ensuite prouver que vous allez au-delà de l'état de l'art et tout ça. Et vous avez un feedback au bout de 5-6 mois. Et donc ça change de je commit et je regarde si ça marche. Ensuite, il y a la partie levée de fonds, qui est vraiment une partie de poker. C'est-à-dire qu'il faut gonfler les plumes, tout ça. C'est très technique. Lors de notre levée de fonds qu'on a fait fini le 31 juillet, ce que j'ai lu au petit déjeuner, 30% n'étaient plus là ou avaient changé l'après-midi lors de la signature. Et quand on aime bien tout vérifier, c'est compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Moi, c'est la moitié de mon agenda depuis 2 semaines, ça en fait une deuxième. Donc c'est beaucoup d'explications, etc. Et pareil, vous allez sortir de votre zone de confort, et il y en a à qui ça va plaire, d'autres à qui ça ne va pas plaire. Enfin, là, c'est Gert, notre directeur commercial, et Arnaud, le CEO. Ils ont un super sourire, là, ils sont souriants, mais en fait, ils sont complètement crevés. Là, on est dans le monde charge, au Palais des Congrès, après le salon du Big Data, le vendredi soir à 20h30. On a juste envie de rentrer chez nous. Il faut gérer les coups durs, les coups de bourre comme ça. Enfin, j'ai dû faire mon premier licenciement il y a 2 mois. Au-delà de la partie humaine, légalement, c'est quand même compliqué. J'ai appris plein de choses. C'est-à-dire qu'au moment où on prend la décision du licenciement, le moment où la personne part, il peut se passer 3 mois. Parce qu'il y a des règles avec la directe, il faut attendre, etc. Même si la personne est d'accord, hein, il faut se protéger légalement. Donc on va aller sur du juridique, et ce n'est pas ma tasse de thé. Enfin, on va passer sur des choses plus compliquées, enfin qu'on pensait simples, mais qui sont plus compliquées que prévu. Par exemple, le site web du site, je ne vais pas m'en occuper. C'est simple, j'ai autre chose à faire. Donc on est passé par une agence de communication digitale. Et elles sont très fortes en identité, en langage, mais en exécution de l'identité, elles ne sont pas très bonnes. Donc au bout de 4 mois, on a viré WordPress. Comme ça, il y a moins de failles de sécurité. Bon, on a fait un miroir, et après, on a tout nettoyé pour arriver à ces scores en face. On devait être à 60-70 au départ. Si vous avez des mauvais scores là-dessus, votre référencement Google, il est mort. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elles ne savent même pas faire des mailings. Si on fait les mailings par les agences de communication, vous allez vous faire blacklister votre nom de domaine, qui est un peu votre capital. Donc vous vous retrouvez à vérifier des mailings en tant que CTO des fois, alors que vous pensez que ça c'était bon, il n'y a pas besoin de vérifier. Donc voilà. Et vous me direz quand est-ce qu'on code. Comment vous dire, moi j'ai pris une technique, enfin j'ai 2 techniques pour coder, parce que toutes les conneries qu'on a vues avant, ça prend beaucoup de temps. C'est je suis aussi product owner du produit principal, du coup. Et donc mes prototypes, je ne fais pas un Word, machin, je fais une application HTML qui fonctionne, où il y a des interactions et tout ça. Bon, il ne faut pas regarder de trop près le code, hein, c'est codé en 2-3 heures en général. Mais ça permet de garder la main et tout ça. Et ensuite, je fais beaucoup de conférences driven development, notamment les démonstrations pour tout ça. Par contre, ça a besoin d'être refactoré tout ça. Mais ça vous permet d'avoir la main sur pas mal de frameworks, de comprendre pas mal de choses et tout ça. Donc moi, la dernière fois où j'ai eu mon rush de code, c'était pour le salon Big Data début mars. J'ai voulu me reposer un peu plus sur Devox. Et donc là, je vous ai montré que des points négatifs. Là, c'est le tweet d'un pote CTO de Rouen. Il a fait une présentation à un Startup Weekend. En gros, il a détruit tout le poste de CTO, point par point, pendant 40 minutes. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait aussi vécu des choses bien et qu'il n'avait pas dit. Donc j'ai essayé d'aller plus loin, de faire le chapitre d'après sur tout ce qui est bien et sur lequel on peut faire des choses. Donc on peut vraiment aller plus loin. Donc au début, vous êtes super product owner. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes full stack, vous faites le produit, ensuite vous déléguez plus l'implémentation, mais c'est vous qui devez traduire la vision du CEO en quelque chose de matérialisable et que l'on va vendre. Donc vous allez avoir la main en gros sur la priorité du backlog. Et vous allez pouvoir faire des choses que vous rêviez d'avoir dans votre société, c'est-à-dire de livrer en incrémental, mais pour de vrai. C'est-à-dire de livrer un premier produit qu'on peut exposer au marché et avoir des retours, pour faire le deuxième, le troisième, etc. Donc j'ai un peu repris l'historique. Donc on fait une plateforme, hein, ce n'est pas une application, donc les délais sont un peu plus élevés. Donc on a mis 3 mois pour sortir le premier produit, et là on avait une mise en production au bout de 3 mois.
Ensuite, on a fait une première version au bout de 2 mois. Après, il y a des gens qui sont venus, donc ça a un peu cassé les automatismes, mais par contre, il y avait plus de monde. Après, on a repris un peu plus long, là, c'est qu'on a mis en place toute la partie sécurité sur Hadoop pour une banque. C'est compliqué, donc on a mis un peu plus de temps. Et le faire vraiment de réalité, ça permet, de ne pas gâcher l'argent qu'on a mis dans la société, et de maximiser tous les salaires et tout ça. Et par contre, l'autre privilège qu'on a, au-delà de briser le backlog, c'est vraiment de supprimer les cons de l'organisation. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mon job avant, c'était de protéger un peu l'équipe pour qu'ils puissent travailler, pour pas qu'ils soient interrompus toutes les 5 minutes pour des choses. D'éviter les réunions d'architectes. Moi, j'en faisais de 4 heures. Je vois un sourire devant moi quand on faisait avec moi. Où au bout d'un moment, je me rendais compte que sur certains sujets, on n'était que 1 ou 2 à connaître, en fait. Et on débattait sur des bêtises alors que personne n'avait testé sur son ordi le truc. Donc ça, j'ai supprimé aussi. J'ai supprimé aussi la QA. On y reviendra. C'est souvent le premier goulot d'étranglement dans les entreprises quand on veut livrer des choses en production. Ça a aussi des conséquences sur le reste. Il n'y avait pas de gestion de projet à proprement parler sur la création du produit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Gantt, pas d'estimation. On a une vision de produit, on l'incrémente, on fait. On a quand même des problèmes, c'est difficile, des fois il faut résoudre des problèmes de communication et tout ça. Mais rien que tout ce que j'ai cité, c'est quand même un privilège qu'on ne peut pas avoir dans des grosses organisations ou des organisations plus anciennes. Ça a permis de livrer en incrémental de ce qu'on a vu avant. Et ensuite, vous pouvez passer un peu en super manager. Comment vous créez une culture autour des développeurs pour que ce qui est l'ancien mot de la startup, parce qu'au début de la startup, tout le monde est motivé, c'est facile, mais comment vous gardez ça dans le temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai donné un peu le pouvoir aux développeurs pour s'auto-organiser. Pour s'auto-organiser, il faut donner des missions. Une mission claire, aller à cet endroit-là, à un petit groupe d'individus. Et en général, c'est quand même des développeurs qui ont souvent Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 6, qui prennent des décisions dans leur vie pour acheter une maison, acheter une voiture, faire des enfants, etc. Pourquoi ils ne pourraient pas prendre des décisions sur le comment ils travaillent? Il y a aussi derrière des notions aussi de scalabilité de l'équipe. Pour faire ça, il faut faire une chose qui est complètement contre nature pour les ingénieurs et les développeurs, quand on passe plus côté product owner, c'est d'arrêter de dire comment, mais plutôt de dire pourquoi. Pourquoi on fait ça? Souvent, moi, je dois expliquer des décisions, mais c'est plus facile d'expliquer la décision pour dire on fait cette fonctionnalité-là pour la semaine prochaine, je sais que ça ne sera pas parfait, mais c'est de pouvoir faire une démo devant un gros client qui pourrait devenir un investisseur. Quand on dit ça, c'est plus simple. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il y a après, pour ceux qui étaient à la présentation précédente, il y a toujours des limites dans la transparence, mais dire pourquoi on fait quelque chose sur une story de manière globale. Là, on a besoin que tout le monde fasse un effort parce qu'on est plus court niveau trésorerie. Là, on a tel besoin parce qu'on a tel client qui le demande. Au mois de novembre dernier, après une réunion chez un client bancaire, j'ai dû appeler toute l'équipe pour dire les gars, on coupe tout. On a 2 semaines pour faire marcher de la sécurité sur Hadoop. Sinon, on perd le contrat de 100 000 €. Quand c'est comme ça, quand on l'explique simplement comme ça, c'est plus facile. Donc tout le monde coupe, on y va, on sort quelque chose qui marche à peu près au bout de 2 semaines et on peut continuer. Enfin, l'étape d'après, c'est comment je gère ma dette technique. Et ce que j'ai fait, j'ai délégué totalement la gestion de la dette technique. Dans notre Jira, il y a les BTE. Je me suis dit ce que ça voulait dire 4 mois après. Je n'ai même pas regardé les 4-5 premiers mois, où l'équipe de développeurs met ses stories à elle et décide de leur priorisation. Après, moi, du temps, je fais des focus pour dire là, c'est vraiment quand même le merdier, il faudrait quand même jeter un œil. Mais c'est eux qui décident, ça fait qu'ils sont impliqués. Parce que du refactoring technique, c'est toujours dangereux au niveau fonctionnel et tout ça, il faut bien le faire, il faut gérer ses switches au bon moment et tout ça. Et le fait de déléguer ça, ça a permis 2 choses. La première chose, c'est que l'équipe est impliquée dedans et quand il y a un problème en prod, elle corrige. Et deuxième chose, ça permet de donner de la scalabilité à la société. Donc le dernier point sur ce que je pense des objectifs des CTO.
des CTO. Oui. Parce que vous ne pourrez pas tout gérer. Et surtout, nous, on a une stack technique très compliquée. Là, ça permet d'avoir des gens qui vont arbitrer des décisions très localement sur des choses assez difficiles à faire. Enfin, il y a quelque chose qui fait aussi plaisir quand on est CTO, c'est de donner les moyens à son équipe. L'année dernière, dans l'ancienne société, j'ai passé 6 mois à faire acheter des putains de PC avec 16 Go et du SSD. Mais vraiment, hein, on est rentré dans le RP, tout le monde a signé, mais après ça partait pas. Donc j'ai relancé 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Quand ton boulot, c'est ça la moitié du temps. Maintenant, j'engueule un développeur quand il ne prend pas 16 Go de mémoire sur sa machine. Avec du Docker, ça va vite. Et l'autre difficulté que j'ai aussi, c'est pas d'avoir le budget pour emmener les gens à des conférences, mais d'avoir des gens motivés pour aller aux conférences pour qu'ils puissent apprendre plus. Le paradigme a changé. Parce que si on regarde réellement au niveau des moyens, ça, à côté des salaires, c'est que dalle, hein. C'est rien du tout. Et je suis peut-être un des rares personnes qui est content de la nouvelle formule par abonnement d'IntelliJ, parce que moi, j'ai mes licences flottantes, les gens peuvent changer d'IDE, etc. Donc je peux mettre à la hausse ou à la baisse. On manque de peau dans mon équipe, j'ai un nouveau qui est arrivé, il a converti même les plus extrémistes de NetBeans sur IntelliJ en 1 semaine. Donc ça a triplé mon coût de licence mensuel. Il y a des gens qui sont encore sur Opera, si vous voyez. Parce que Google c'est le mal, Firefox c'est pas bien, tout ça. Et donc ça c'est quand même un plaisir parce que on s'embête pas avec ces choses-là, on y va. C'est pas la peine de recruter quelqu'un entre 40 et 50 000 euros pour qu'il puisse rien faire de ses journées. Sachant que maintenant, en tant que CTO, on a le coût global de l'entreprise. Hein. C'est un peu plus élevé que ça, ce qu'on paye à la fin. C'est le double, à peu près. Ensuite, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai séparé vraiment la partie manager de management des personnes de la partie gestion des projets. En anglais, c'est manager et project manager. En gros, on va le voir, j'ai des développeurs dans l'équipe qui sont aussi managers d'autres développeurs. J'ai une chef de projet parce qu'on a une partie accompagnement service pour gérer toute la relation client, qui est aussi manager de certaines personnes. Mais la gestion de management n'est pas forcément une fonction hiérarchique. Moi, j'ai besoin de coachs facilitateurs dans l'entreprise, de gens qui aident, parce qu'on est là pour résoudre des problèmes, pas pour choisir des coupables. Pareil, dans une start-up, le temps perdu, c'est du temps perdu, vous allez mourir plus vite, vraiment plus vite. Donc il faut que ça aille vite. L'objectif, c'est de faire émerger une culture de coaching et de bienveillance dans la société. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut que ça cherche le coupable le moins longtemps possible, c'est plus, on regarde ensemble pour tout corriger. Et au-delà de ça, il y a des outils pour faire ça. Donc il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait un petit quickie sur les outils du manager, qui repose sur 3 choses principales. 1, faire des 1-1 réguliers toutes les 2-3 semaines avec les personnes, pour maintenir une communication, pour ne pas faire cocotte minute lors de l'entretien annuel dans 1 an. De faire des feedbacks comportementaux positifs ou négatifs, et à terme faire du coaching, aider la personne à progresser. Pas forcément dans le domaine où on est expert, mais dans d'autres domaines. Et enfin, je vous ai mis un petit lien qu'une personne a créé suite au cookie que j'avais fait, qui est un dévoxien. Je ne sais pas si Thierry Le Riche est là. Non, il n'est pas là. Il a créé un petit site qui est Profil Fort, qui permet de faire des évaluations disques, personnellement ou au sein d'une organisation. Donc, si vous voulez faire ça, ce n'est pas juste du bisounours, vous avez des outils pour le faire. Vous pouvez vous faire aider. Donc, si vous allez sur Outils du Manager, vous avez un podcast. C'est depuis 2007, donc vous en avez pour quelques heures, quelques dizaines d'heures. C'est des petits podcasts de 20 minutes, mais ça vous permet de vous auto-former. Et mon objectif, c'est de faire quelque chose de scalable. C'est-à-dire qu'on a fait des cercles de management où des jeunes managers de 30, 32 ans, en général, enfin entre 28 et 32, commencent avec 2-3 personnes. Ça leur permet de faire des bêtises, ce qu'on fait quand on apprend, on fait des bêtises, sur des périmètres limités, et d'apprendre de ça. Comme ça, quand après la prochaine levée de fonds, on doublera la taille de l'entreprise, on mettra juste 2-3 personnes en plus par cercle. Et ça permettra d'avoir une scalabilité, parce que nous, on est passé de 6 à 23 en 4 mois.
je peux vous dire qu'en gestion du changement, c'est fatigant. Et les choses changent, les choix de framework technique changent même. Il y a même des influences pour choisir des personnes pour passer sur Java, tout ça. Il y a du lobbying. Et après, vous pouvez même aller plus loin. Donc là, nous, on utilise TeamMood en interne. Tous les soirs, voilà, c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'a configuré, à 17h, vous avez un mail pour dire si votre journée a été très très bien, bien, moyen, pas bien, vraiment pas bien. Et ce que moi je peux voir, c'est pareil que les autres. Mon seul pouvoir en plus, c'est d'ajouter et d'enlever des gens. Et toutes les stats sont partagées. Là, j'ai juste filtré les commentaires. Donc ça, c'est la stat officielle. Donc il y a une petite remontée sur Devox. J'ai pris ça hier matin. Et en gros, ça coûte 1 € par jour par collaborateur. Alors en termes de coût, on s'en fout. Comme on est dans la data, on aime bien la data. Donc moi, ça permet d'avoir de la data et tout ça. Après, on peut vraiment aller plus loin dans tout ce qui est organisation. Est-ce qu'on va mettre une QA? Est-ce qu'on va mettre une équipe d'infrastructure? Actuellement, on est petit, on a une start-up, donc les développeurs, ils font tout. Hein. Pour le meilleur ou pour le pire, pour leur bonheur ou pour leur malheur. Donc ça provoque aussi des conflits. Sur les QA, moi, je suis vraiment partagé. Donc si vous tapez QA Monkey sous Google Images, vous aurez plein de choses, dont ça. Moi, je suis assez partagé sur l'avenir de la QA. C'est encore sur la partie infrastructure très spécifique en métier. Je travaille avec des admin 6, des admin réseau, c'est quand même pas la même chose. Et donc là, le modèle sur lequel je veux aller lorsqu'on va grandir en taille, c'est plus le modèle Spotify, mais je vais zoomer sur une petite partie de Spotify, qui est la partie self-service model, où en gros, on a une équipe de QA et une équipe d'infrastructure qui sont là en tant que support pour aider les développeurs à livrer, pour aider les développeurs à tester en toute qualité, qui fournissent des frameworks d'automatisation, fournir des scripts Ansible, pour faire que tout se passe bien et pas qu'ils deviennent des goulots d'étranglement et qu'on passe à des cycles de release de 6 mois où il y a 4 features et demie, comme là où j'étais avant. C'est vraiment grandir sans arriver à ça. Parce que si vous agrandissez l'organisation, vous allez arriver à ça. Parce que c'est un bouquin qui date des années 70. Plus vous augmentez le nombre de personnes dans l'entreprise, plus ça monte en exponentiel le nombre de relations, donc la complexité. Donc là, c'est un modèle sur lequel je veux aller plus tard. Et on va l'expérimenter. Et un de mes credos, c'est de laisser expérimenter l'équipe. Moi, j'ai une version très darwiniste de la partie framework. C'est tu trouves que le nouveau framework est bien? Ok, teste-le, montre comment ça marche. On verra si dans un mois, c'est toujours vivant ou pas, si ça marche ou pas. On le met à l'épreuve du feu. On ne fait pas des réunions de 3 heures si ça serait bien ou pas pour des personnes qui n'ont pas codé depuis 10 ans. Quoi. Et vraiment faire ça. Et ça, qu'est-ce que ça permet? J'en ai vu les premières étapes. C'est quand on revient de 4 jours d'avant-vente, de salon et tout ça, on arrive le vendredi complètement crevé. On a une équipe qui dit « Oh, on a refait le système de merge dans Git, on a une nouvelle architecture où on peut gagner 2 serveurs là, un serveur là, un serveur là. » Ça, on l'a changé, on a pris quelque chose de plus performant. Et ça, sans que vous ayez à faire du micromanagement, sans que vous ayez à pousser, etc. On a mis un nouveau système qui permet d'ajouter des fonctionnalités de manière plus fluide. Comme ça, quand la prochaine fois, ce sera plus facile. Et ça ne peut pas venir que du CTO, ça doit venir de l'équipe. Comme ça leur appartient. Et de toute façon, vous ne pouvez pas penser à tout. Et créer cette culture, ça permet d'arriver à ça. Et enfin, ce qui est important, c'est de tenir sur la durée. En startup, vous courez un marathon à la vitesse d'un sprint, et c'est très dur. Les 6 premiers mois, c'était vraiment très dur. Et c'est la première fois de ma vie où je prends des surplus alimentaires en vitamines pour tenir, pour ne pas être malade. Parce que le truc, c'est que j'ai aussi un fils qui me ramène des microbes de la crèche en même temps. Et vous, en tant qu'associé, vous êtes beaucoup plus lié avec vos autres associés qu'avec votre compagnon de Pax ou votre femme. Les clauses sont 10 fois plus dures et plus importantes. Et vous passez 10 fois plus de temps qu'avec eux. Et donc, il ne faudra pas oublier de passer du temps avec la famille, sinon vous allez vous retrouver tout seul au bout de 6 mois. Parce que c'est vraiment très important. Donc là, ce n'est pas de la torture, hein, c'est du makey-makey sur mon fils de 2 ans. Quand il touche de l'eau, ça fait du bruit, ça fait des sons. Il faut mettre des bruits d'animaux, des proutes, tout ça, ça marche bien. Donc c'est que du 5 volts, hein, à très petit ampérage.
Et c'était la conclusion. Il reste 5 minutes pour les questions. Merci à vous. Alors la question, c'est quand tu aimes coder et que tu fais faire, si je reprends ta phrase, comment tu gardes ta motivation? Là, j'ai la chance de pouvoir, dans la partie édition, avoir des gens assez expérimentés et qui sont très spécialisés dans leur domaine, très forts dedans. Donc pas un javaïste qui fait du CSS, en gros. On a vraiment des rendus de produits, des choses qui sont bien. J'ai très peu de retours à faire quand je regarde les stories pour voir si c'est fait ou pas. Et d'avoir quelque chose de produit mieux que tu l'aurais fait, c'est quand même une récompense. D'autres questions? Alors la question, est-ce que je fais moins de vieilles techniques que je faisais avant? En fait, j'en fais autant, voire plus, parce qu'en tant que CTO sur un projet très technologique, c'est quasiment ta roadmap. En particulier dans le big data, où il y a un nouveau framework tous les mois. C'est pas autant que le JavaScript quand même, mais c'est des frameworks plus compliqués. Et donc j'en fais même plus, et je prends sur mes temps de voyage et tout ça. Parce que pour l'avant-vente, on doit voyager beaucoup, donc ça rattrape. Je réponds. Non, parce que tu t'occupes des licenciements, des JEI, des CIR, BPI, etc. Je suis un peu étonné que ce soit le CTO qui fasse ça. Alors la question, c'est, tu as l'impression que le CTO ne fait pas grand-chose. Parce que CEO. Parce qu'il y a le CIR et tout ça. Alors il faut savoir, le CIR, le JEI, c'est très technique. Donc le CEO, il ne peut pas faire grand-chose à part la phrase d'intro. Ce qui a été fait. Hein. Par contre, le CEO, il a la capacité de sublimer ce que tu as fait toi. Et de ramener des contrats, ramener des partenaires, et surtout de faire que tu peux recruter à peu près comme tu veux. Il amène, j'allais dire de l'ensoleillement, c'est pas le terme que je voulais trouver, c'est du rayonnement, voilà. Et il amène des gros clients, qui fait que ta boîte peut tourner. Que toi, ce que tu n'arrives pas à vendre, parce que tu es quand même un techo, c'était pas bon là-dedans, tu puisses développer ta boîte. Mais comme c'est très technologique, le CTO est en charge de beaucoup de personnes dans la société. Donc la question, c'est comment j'ai choisi mon CEO, c'est lui qui m'a choisi. En fait, je connaissais depuis 10 ans, on s'est croisés plein de fois. Donc la question, c'était plutôt lui plutôt qu'un autre. Et après, je suis allé une fois en avant-vente pour tester comme ça, et j'ai vu que le client, il avait de la lumière dans les yeux. J'ai fait, OK, banco, on y va. On prend tous les risques, on y va. Il y avait une deuxième question? Oui. Alors, la question, c'est, je laisse beaucoup expérimenter comment on revient au vrai travail qu'on livre au client, si je le résume. Là, les développeurs, ils font le support, le développement et aussi le déploiement. Quand tu es confronté au support ou au déploiement, on est très vite confronté aux réalités. Donc souvent, les expérimentations sont dirigées vers ça. Donc le vrai terrain, les vrais deadline business, ça influence directement ça. Donc ça s'autorégule. Je n'ai pas encore eu besoin. Quand l'équipe aura grossi, ça pourrait être un problème. Il reste 30 secondes pour la dernière question.
Donc la question, c'est comment j'évite qu'il y ait deux personnes qui travaillent sur la même chose et qu'on perde en efficacité. À vrai dire, je m'en fiche un peu, parce que dans le pire des cas, j'ai deux personnes qui vont apprendre en même temps. Et après, la proximité fait que ça se sait. Je pense que c'est arrivé, mais il y a peut-être deux approches pour résoudre le même problème, donc ça permet d'apprendre 2 fois plus vite. C'est pas encore un problème, en fait. Merci. Merci à vous.